La rencontre de deux superpuissances, les États-Unis et la Chine. Donald Trump est en visite d'État à Pékin pour 2 jours. Si le président américain a d'ores et déjà qualifié de positives et productives les discussions avec son homologue chinois Xi Jinping, reste que cette rencontre a lieu dans un contexte géopolitique particulièrement instable où la Chine, alliée de l'Iran, est incontournable dans la guerre au Moyen-Orient. Et c'est sans compter les autres dossiers sensibles qui doivent être abordés, au premier rang desquels figure Taïwan. Alors sur quoi Pékin et Washington peuvent-ils s'entendre? La Chine peut-elle user de son influence sur l'Iran pour faire rouvrir le détroit d'Ormuz? Pour quelle contrepartie? Peut-on s'attendre à des annonces majeures à l'issue de ce sommet? Ces questions et d'autres à nos invités ce soir. Ketevan Gorgestani, bonsoir, chroniqueuse internationale ici à France 24, ancienne correspondante à Washington. Sylvie Bermann à vos côtés, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine. Vous signez L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite. C'est aux éditions Talendier. En face de vous, Marie-Françoise Renard. Bonsoir également, professeure émérite à l'université de Clermont-Ferrand. Vous êtes économiste spécialisée dans l'économie chinoise. Ça nous intéresse bien évidemment ce soir. Vous signez, vous, La Chine dans l'économie mondiale entre dépendance et domination aux presses universitaires à Blaise Pascal. Et nous sommes également avec Philippe Lecor, professeur à l'ESSEC que vous apercevez à l'écran, chercheur au Asia Society Policy Institute. Alors, avant l'analyse, c'est quelques prises de parole des dirigeants chinois et américains. C'est un honneur d'être avec vous. C'est un honneur d'être votre ami. Et les relations entre la Chine et les États-Unis seront plus fortes que jamais. J'ai toujours été convaincu que les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences, que le succès de chaque nation représente une opportunité pour l'autre et qu'une relation sino-américaine stable est un atout pour le monde. La coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation leur nuit. Nous devons être partenaires et non rivaux. Alors, ne pas être rivaux, dit Xi Jinping. Toujours est-il que Pékin a d'emblée mis Donald Trump sous pression sur la question de Taïwan. Faute d'accord, il pourrait y avoir conflit, dit le porte-parole de la diplomatie chinoise. Lors de ses entretiens avec le président américain Donald Trump, le président Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan constituait l'enjeu le plus important dans les relations sino-américaines. Si elle est gérée de manière appropriée, les relations bilatérales bénéficieront d'une stabilité générale. Dans le cas contraire, les deux pays connaîtront des heurts, voire des conflits, mettant ainsi l'ensemble de leurs relations en grand danger. Le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan représente le plus grand terrain d'entente entre la Chine et les États-Unis. La partie américaine doit traiter la question de Taïwan avec la plus grande prudence. Alors avant de parler de Taïwan à proprement parler, Marie-Françoise Renard, peut-être une question sur ce rapport de force qui va jalonner finalement cette rencontre et ces deux hommes qui se rencontrent. Xi Jinping a compris que c'était comme ça finalement qu'il fallait procéder avec Donald Trump, mettre les choses au clair dès le début. Oui, alors déjà, il est en position de force par rapport à la première rencontre lors du premier mandat de Donald Trump, avec notamment l'enlisement de la guerre en Iran. Xi Jinping, qui apparaît comme quelqu'un de plus posé, plus mesuré, etc., étant dans une position qui lui est beaucoup plus favorable que la fois précédente. Et c'est vrai que Trump étant tellement imprévisible, il est très difficile de savoir quelle formule il va employer, mais on peut quand même remarquer qu'il traite toujours très bien Xi Jinping. Il ne le critique pas, ne l'insulte pas comme il fait avec d'autres dirigeants, notamment les dirigeants européens. Et là, Xi Jinping a un peu pris la main en disant voilà les limites et voilà le sujet qui va être le sujet central. Sylvie Bermann, il fallait comme ça parler franc jeu et mettre carte sur table dès le début avec Donald Trump. Oui, tout à fait. Bon, il y a une rivalité systémique entre les deux pays qui est appelée à durer. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de trouver un modus vivendi pour les années, voire les décennies qui viennent. Taïwan, c'est évidemment un intérêt vital et l'intérêt vital, même prioritaire de la Chine. Donc, Xi Jinping veut le rappeler à Donald Trump. Et en fait, comme ça a été dit, le comportement des deux hommes est différent. Et il est aujourd'hui effectivement dans une situation, Trump dans une situation de plus grande vulnérabilité, en particulier effectivement en raison de l'enlisement peut-être temporaire, j'en sais rien, en tout cas en Iran, sur laquelle la Chine garde la main. Ketevan,
vous connaissez Donald Trump, pas personnellement, mais en tout cas le style Donald Trump. Il sait qu'avec Xi Jinping, il a finalement un rival à sa hauteur sur la manière de procéder, de parler. Il a face à lui quelqu'un capable de lui résister, parce qu'on sait Donald Trump, il aime aussi ce rapport de force. Oui, et puis là, je pense que Donald Trump, il est arrivé dans une situation où il n'est pas à l'aise parce qu'il n'est pas le dominateur. Toutes les autres rencontres, globalement, tous les autres chefs d'État qu'il rencontre, il est le dominant, il est le président des États-Unis. Et là, il se retrouve face à quelqu'un qui est son égal. Et moi, ce qui m'a fasciné dans les images que j'ai vues de cette journée, c'est que même physiquement, Trump n'est pas comme à son habitude, il était un peu plus voûté, il était moins mal dominant, si on veut, et il était très on script, comme on dit aux États-Unis. Il a suivi vraiment le programme à la lettre. Je l'ai rarement vu lire un discours aussi fidèlement à ce qui est écrit sur le papier et ne pas partir dans des digressions, des blagues. Il n'a pas fait de blagues sur Xi Jinping, il ne l'a encore moins humilié. Ce qu'il fait, comme vous l'avez dit, avec d'autres chefs d'État, notamment les Européens, il ne se garde jamais de faire un bon mot en humiliant un peu ses homologues. Donc là, pour moi, c'est vraiment la preuve que pour diverses raisons, politiques, économiques, superpuissance, tout ça, là, il se retrouve avec le seul au monde aujourd'hui qu'il voit, même lui, qu'il reconnaît comme étant probablement son égal. Philippe Lecor, deux superpuissances et deux manières différentes aussi d'incarner cette puissance entre Donald Trump d'un côté et Xi Jinping de l'autre. Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement la facilité avec laquelle cette rencontre a été orchestrée et la volonté de la partie chinoise, comme on dit, d'accueillir Trump un petit peu comme il aime être accueilli, y compris musicalement, n'est-ce pas, avec le YMCA, mais aussi de le rendre plus, d'être content d'être là, parce que effectivement c'est le début d'une série de 4 rencontres sans doute qu'il y aura durant cette année. Donc c'est un peu, si vous voulez, le décor qui est planté, et aussi la volonté d'établir un peu un rapport de force qui existe déjà, bien entendu, sur les sujets importants. Et effectivement, le fait que Taïwan soit abordé d'entrée par Xi Jinping, parce que c'est le sujet qui compte le plus aux yeux de la Chine, et que Trump n'ait pas répondu, justement pour ne pas envenimer cette première rencontre, tout ça reflète quelque chose d'assez stratégique. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que Trump garde l'œil sur son script, qui a au demeurant été fort bien rédigé par ses collaborateurs et qu'il n'a pas fait de sortie de route, et que donc on va vers cette espèce de stabilisation des relations sino-américaines, puisque c'est un petit peu l'objectif des deux parties. Que ce soit cette façon, Marie-Françoise Renard, d'être très dans les rails, ou même cette mise en garde d'emblée de Xi Jinping, ça montre aussi clairement que Donald Trump, là, il n'a pas les cartes en main, finalement. Oui, effectivement. Alors, il est quand même le président de la première puissance économique mondiale. Mais on voit bien qu'il est obligé de réagir, lui, à l'attitude de Xi Jinping et non l'inverse. Et c'est certainement quelque chose, comme cela a été dit, qui ne lui est pas habituel. Mais l'objectif vraiment très important, ça vient d'être dit par Philippe Lecor, c'est d'apaiser les choses. Et les deux présidents veulent absolument éviter une escalade et donc sont prêts à trouver les moyens de se mettre d'accord, même si c'est sur des points marginaux. On ne va pas changer les problèmes structurels. Il n'y aura pas d'annonce tonitruante, très probablement. Mais en revanche, il y aura sans doute des annonces sur des points d'accord, de façon à apaiser les choses et à dire que finalement, les deux présidents peuvent discuter dans l'intérêt de leur pays. Sylvie Bermann. Oui, je crois que la perception du rapport de force entre Donald Trump et Xi Jinping a changé au moment où Donald Trump a voulu imposer des droits de douane à 100, 121, 125% et où Xi Jinping a décidé de surenchérir. Et là, il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui était aussi fort ou plus fort que lui. Ensuite, il y a eu effectivement les sanctions sur les terres rares dont les Américains ont besoin
à la fois pour des raisons civiles, mais également militaires. Et donc là, il a commencé à comprendre effectivement ce qu'était Xi Jinping et ce qu'était la Chine. Et donc, il marque du respect et une certaine gêne, parce qu'en fait, il ne sait pas comment le gérer. C'est plus facile avec un Poutine, même si Poutine n'est pas... plus sérieux que lui, mais il a le sentiment de le comprendre. Là, avec Xi Jinping, il a vraiment du mal. D'ailleurs, Oui, je vous en prie. avant de partir, il a dit que Xi Jinping allait le serrer dans ses bras, ce qui est assez difficile à imaginer. Et bien sûr, il n'a plus du tout parlé de ça. Dès qu'il a été en présence de Xi Jinping, il est beaucoup plus modéré et réservé. Il n'y a pas non plus de concours de poignées de main comme il y a pu y avoir avec d'autres dirigeants. Se pose aussi peut-être la question de la temporalité, parce que finalement, Donald Trump, il sait, bon, même si les midterms ne le concernent pas directement, mais il sait aussi que dans 2 ans, son mandat, a priori en tout cas, à moins que le change de la Constitution, s'achève. Ce n'est pas le cas de Xi Jinping. Non, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que Donald Trump en rêve. Et c'est pour ça qu'il parle parfois de 2028, même si ça paraît assez peu probable. Il envie Poutine et Xi Jinping parce qu'effectivement, ils ont quasiment un mandat à vie, puisque Poutine, ça peut être en théorie jusqu'en 2036. Et c'est le temps long et la possibilité de faire ce qu'ils veulent, alors que les élections répétées obligent à satisfaire un électorat. Et d'ailleurs, il se retrouve dans la position de ceux qui l'humilient et qui l'insultent, comme Emmanuel Macron, où il rappelle régulièrement, de toute façon, il ne sera plus là en 2027. Là, c'est lui qui se retrouve dans la position de celui qui ne sera plus là dans quelques années par rapport à un Xi Jinping qui, lui, restera pour beaucoup plus longtemps. Philippe Lecor, sur cette différence de temporalité entre les deux hommes. Vous savez, c'est à l'image de ce que sont ces deux pays, finalement. On célèbre cette année les 250 ans de l'indépendance américaine. Il y a effectivement des élections tout le temps dans ce pays. Il y en aura en novembre, il y en aura effectivement dans 2 ans et demi. Et en Chine, on fonctionne sur le temps long. On fonctionne comme un pays qui a plusieurs milliers d'années d'histoire, et puis surtout qui est un pays, qui est un régime communiste, avec donc des plans quinquennaux. Donc on fonctionne sur 5 années, sur 10 années, sur 20 années. Vous voyez un peu tout ce qui avait été annoncé dans les années 2010-2015, le Made in China 2025, etc. Aujourd'hui, ces choses-là se réalisent. Alors qu'à côté de ça, vous avez une Amérique, finalement, qui élit des présidents alternativement républicains ou démocrates, qui n'ont pas forcément les coups des franches. Alors Trump les a. Est-ce qu'il les aura encore en novembre? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, il a un bail extrêmement réduit. Et donc, c'est effectivement une grosse différence d'attitude et de fonctionnement. Et puis, il n'y a pas de liberté des médias non plus en Chine, alors qu'aux États-Unis, il y en a encore, heureusement d'ailleurs. Marie-Françoise Renard, vous voulez réagir? Oui, je suis d'accord avec cette différence et le temps long qu'a la Chine. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec le conflit qu'il y a en Iran, à court terme, la Chine n'est pas très pénalisée parce qu'elle peut gérer l'inflation, il y a plutôt de la déflation en Chine, et qu'elle a développé un système de production d'énergie verte alternative au pétrole, donc elle a des stocks, etc. Elle est moins dépendante que ne le sont d'autres pays. Mais en revanche, dès qu'on sera dans le moyen terme, elle peut être très pénalisée. Parce que cette crise, elle coûte cher à l'Asie et à l'Europe, qui sont ses clients. La croissance chinoise repose sur les exportations. Et donc le jour où les exportations vont vraiment ralentir, si cette question de l'Iran n'est pas réglée, là, Xi Jinping aura besoin de réagir rapidement. Donc à moyen terme, il a aussi des contraintes qui sont importantes. Alors sur l'Iran, puisque vous en parlez, on a vu que la Chine, finalement, n'avait par exemple jamais fait pression en 4 ans de guerre en Ukraine sur l'allié russe. Qu'est-ce qui, là, pourrait faire qu'elle fasse pression sur un allié, vous le rappeliez, fondamental, majeur, partenaire majeur que représente l'Iran? Alors c'est justement la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle a intérêt à intervenir auprès de l'Iran? Est-ce qu'il y a des contreparties? Pour l'instant, la Chine a plutôt intérêt à ce que ça s'enlise un peu pour affaiblir un peu plus Donald Trump. La Chine n'intervient pas dans les grands conflits internationaux. Elle n'est pas intervenue pour le Venezuela, elle n'est pas... pour l'Ukraine, elle n'intervient pas. Et donc là, il est possible
qu'elle essaye de faire pression sur l'Iran. Bon, on a vu que le fait, par exemple, de ne pas mettre de péage sur le détroit d'Ormuz, la Chine a dit qu'elle avait la même position que les États-Unis et l'Europe, bon, ce qui est déjà un point positif, mais elle demandera certainement des contreparties pour intervenir, parce que jusqu'à maintenant, elle s'est tenue à l'écart des conflits. Sylvie Bermann, sur l'Iran, quand les deux dirigeants se disent d'accord en soi pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert, ou rouvre plus précisément, est-ce qu'au final, les États-Unis ont intérêt, ou plus la Chine plutôt, a intérêt à contenter les États-Unis, et quitte à froisser l'Iran? Non, mais je crois que de toute façon, la réouverture du détroit d'Ormuz est dans l'intérêt du monde entier. C'est dans l'intérêt des États-Unis, de la Chine, bien sûr, pour les raisons qui ont été évoquées. Alors, il ne faut pas oublier que l'Iran est rentré à la demande de la Chine dans les BRICS en 2003. Alors, ce n'est pas une alliance comme l'OTAN, c'est un groupement. On rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Plus 6 autres pays donc, qui sont rentrés, dont l'Iran, y compris les Émirats arabes unis également. Donc la Chine ne peut pas aller contre les intérêts de l'Iran. Maintenant, la Chine, elle s'est toujours accommodée de tous les régimes. Donc même s'il y avait un changement de régime, je ne pense pas qu'elle en serait très heureuse, mais elle fera avec. Et donc, elle ne va pas mettre l'Iran en difficulté de toute façon. La Chine n'a aucun intérêt à faire des faveurs à Washington? Alors, vous parliez de contrepartie. Ce qui semble être le seul intérêt, c'est s'ils obtiennent autre chose en échange. Je t'aide, moi, Chine, toi, États-Unis, pour le détroit d'Ormuz en mettant la pression sur l'Iran. Et peut-être que toi, États-Unis, tu changes un peu ta position sur Taïwan. C'est clairement c'est la contrepartie qui pourrait être... Ça serait la contrepartie. Alors, de là à ce que les États-Unis lâchent complètement, on a vu que les Chinois ont insisté sur la question de Taïwan. On a vu ce qu'ont dit les officiels chinois. Marco Rubio a été interviewé il y a quelques heures pour dire la politique des États-Unis n'a absolument pas changé. On reste sur ce qu'on disait. Mais juste avant de partir pour Pékin, Donald Trump avait dit quand même « Je parlerai avec Xi de la question des armes américaines envoyées à Taïwan », ce qui est un changement catégorique de la politique américaine si vraiment ça se fait. Là, il semblerait que Marco Rubio a un peu ralenti et rebroussé chemin sur cette question, mais il y a un paquet de 14 milliards de dollars d'armes américaines qui doivent aller à Taïwan, qui attendent la validation de Donald Trump. C'est la plus grosse depuis 15 ans, je crois. Voilà. Et c'est quelque chose que les Américains font depuis des années. Mais si Donald Trump tarde à envoyer ses armes, c'est un gros problème pour Taïwan. Donc, ça serait là peut-être la monnaie d'échange pour les Chinois et leur intérêt. Philippe Lecor, c'est peu envisageable que Donald Trump, finalement, sacrifie Taïwan pour obtenir un geste, on ne sait pas encore lequel, de Pékin sur l'Iran? Vous savez, comme le disait un ancien responsable américain il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a un sommet sino-américain, les Américains font une longue liste de sujets à évoquer. Et d'ailleurs, il y a déjà eu un communiqué de la Maison-Blanche au sujet de ces rencontres. Et puis au final, ce sont les Chinois qui choisissent. Et effectivement, quand les problèmes sont créés par l'autre partie, en l'occurrence la Maison-Blanche, et on pense bien entendu avant tout à l'Iran, et qu'effectivement il y a des conséquences économiques très graves de la part dans la région et au-delà, sur le plan énergétique notamment, effectivement les Chinois vont chercher à tirer parti de cette situation, d'autant plus que je vous rappelle que la Chine est la première puissance exportatrice du monde et qu'elle a besoin que le commerce fonctionne de manière fluide entre la Chine et le reste du monde. Elle construit des infrastructures, il y a les nouvelles routes de la soie, il y a tout un tas de phénomènes. Elle a besoin aussi du transport maritime qui est vraiment, dont elle est également le numéro un. Pour en revenir à la question de Taïwan, il y a effectivement deux conceptions. C'est celle des États-Unis qui consiste à maintenir le statu quo. Et puis, vous avez la position chinoise qui consiste à dire que Taïwan lui a toujours appartenu et que donc, elle peut en faire ce qu'elle veut. Bon, et bien entendu, les Taïwanais ne sont pas de cet avis-là. Je pense aux 23 millions de Taïwanais. Donc, il y a deux points de vue.
Et je pense qu'effectivement, la vraie question, c'est si Trump se laisse un petit peu piéger dans cette discussion, eh bien, par rapport à la livraison de ce package d'armement qui a été approuvé déjà par le Congrès américain, eh bien, qui doit être fait d'ici l'été, eh bien, Taïwan risque de payer les pots cassés. Ce serait une... Vous voulez réagir à Sylvie Berman? Oui, en fait, c'est un contentieux récurrent parce que quand les Américains et les Chinois ont négocié le rétablissement des relations, enfin plutôt l'établissement des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, il y a eu un accord sur la reconnaissance de la politique d'une seule Chine, qui est une ambiguïté constructive, parce que on ne sait pas ce que ça veut dire, sauf que c'est effectivement le statu quo, pas d'indépendance, pas d'invasion non plus. Et la question des ventes d'armes, en fait, il y avait eu le communiqué de Shanghai également qui autorisait, puisque les Américains ont été les derniers à avoir des relations avec Taïwan, un certain montant pour les fournitures d'armes. Le problème pour les Chinois, c'est évidemment de ne pas aller au-delà. Et évidemment, le communiqué qui date de 72 et le deuxième, je crois, de 79, est un peu caduc, mais il reste vrai sur le principe, en tout cas pour les Chinois. Donc de toute façon, là, ils essaient de pousser leur avantage. Donc Donald Trump a voulu apaiser les choses puisqu'il venait à Pékin. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire dans quelques jours ou dans quelques mois. Surtout que Rubio pousse certainement à la roue. Et précisément, Marie-Françoise Renard, Donald Trump précise, lui, qu'il parlera de Taïwan ces prochains jours. Une manière de dire aussi, je ne le fais pas à Pékin, je le ferai à Washington. C'est plus facile aussi. Surtout s'il doit remettre, comme le rappelait Ketevan, cette... doctrine finalement, ce pilier de la politique américaine, parce que vendre des armes sans l'aval de Pékin à Taïwan, c'est un pilier de la politique américaine, depuis plusieurs décennies maintenant. Oui, mais Donald Trump, il a quand même les mains un peu liées par le Congrès qui soutient Taïwan. Et donc, sa marge de manœuvre, elle est très faible. Donc il est très entouré, on le voit à Pékin, tous les conseillers, tous les dirigeants d'entreprise, etc., très briefés. À mon avis, il y a peu de risques qui se laissent piéger pour faire des annonces tonitruantes sur Taïwan. Vous n'êtes pas sûr, Ketevan? Je trouve que le fait qu'il se soit très peu exprimé depuis qu'il est arrivé à Pékin, je veux dire sur d'autres visites, il voit une caméra, il parle, là il est quand même... encadré, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui dépasse. Et effectivement, cette question de l'ambiguïté stratégique, la question de Taïwan, chaque mot est pesé. Je me souviens de quand Joe Biden a fait une sortie de route un peu pour dire qu'il serait potentiellement pour envoyer des troupes américaines à Taïwan. Ça a créé un scandale parce qu'il avait mal formulé sa phrase. Et donc là, on sent qu'en tout cas l'équipe autour de Donald Trump fait tout son possible pour que justement il ne parle pas trop et qu'il ne puisse pas y avoir de possibilités de sortie de route sur cette question, parce que effectivement, autour de lui, des gens comme Marco Rubio sont absolument fondamentalement des faucons qui soutiennent absolument cette aide militaire à Taïwan. Le Congrès, oui, c'est vrai que c'est eux qui décident, mais Trump sa marge de manœuvre, c'est de retarder ce paquet militaire. Et ça, pour Taïwan, même si c'est pas annulé, c'est un problème, le retard. Alors, oui, Sylvie Berman. Non, il est venu à Pékin avec une impressionnante délégation d'hommes d'affaires et qui sont là justement pour faire des affaires. Oui, on va parler. Et donc, oui, mais le problème, c'est que s'il va trop loin sur Taïwan, ils n'obtiendront pas ce qu'ils souhaitent. Alors, Taïwan, contrepartie ou pas de la guerre en Iran et de la rouverture du détroit d'Ormuz, on le saura peut-être de ces prochains jours, ces prochains jours, a priori. On ne sait jamais avec Donald Trump. Toujours est-il que cette guerre en Iran, vous le disiez tout à l'heure, elle a un impact évidemment sur la Chine, mais finalement un impact pas si, en tout cas en ce qui concerne le pétrole, pas si important pour la Chine. Le fait que ça s'enlise pourrait, pour la Chine, être un avantage. En tout cas, elle pourrait avoir avantage à ce que la guerre s'enlise. Alors, si ça ne dure pas trop longtemps, parce qu'on voit bien que ça met en péril Donald Trump, et comme les deux pays sont vraiment les deux opposants, ce qui dessert l'un peut servir l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, la Chine a fait des stocks de pétrole, elle a des énergies alternatives, et elle est peu sensible au problème de l'inflation.
En tout cas pour le moment. Mais par contre, si ça dure, elle peut être très très pénalisée. Mais ça, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que ça dépend de l'évolution des économies européennes et asiatiques. Mais dès lors que ces économies sont très touchées et que leur demande vis-à-vis de la Chine diminue, là, ça peut beaucoup pénaliser l'économie chinoise qui dont la croissance dépend à 50% des exportations. Donc, à court terme, oui, effectivement, elle perd moins que les États-Unis, elle perd moins que Donald Trump. Et puis, ça permet aussi sans doute de dire Donald Trump pensait tout régler, que ce soit l'Ukraine, l'Iran, pensait tout régler en quelques jours. Et puis, finalement, ça ne marche pas si bien. Donc, vous voyez, il n'est pas si intelligent que ça ou puissant que ça. Mais à moyen ou long terme, ça peut pénaliser l'économie chinoise fortement. Une guerre en Iran qui, Kétévan, a d'ores et déjà affaibli l'économie américaine, ou en tout cas les États-Unis et Donald Trump, parce que on se rappelle, alors l'une des conséquences évidemment des prix à la pompe qui flambent, et puis on se rappelle aussi que Donald Trump avait fait de la lutte contre la vie chère, de la lutte contre l'inflation, l'un de ses fers de lance lors de la campagne. Et là, force est de constater qu'il se dédie de fait. Il y a deux choses qu'il avait fait pendant la campagne, c'est le combat contre la vie chère et pas de nouvel enlisement au Moyen-Orient. Et là, sur les deux points, c'est problématique pour Donald Trump et par conséquent problématique pour les républicains. Et Donald Trump n'a pas l'air de trop s'inquiéter de ce qui va arriver aux républicains en novembre, parce que là, tout ce qu'il a fait récemment ne fait qu'envenimer les choses et aggraver les choses. Effectivement, on parlait des prix à la pompe. Aux États-Unis, quand on voit que le gallon a augmenté de 1,50 $, il me semble, en moyenne, depuis le début de la guerre, c'est incroyable et c'est quelque chose que les gens voient tout de suite et c'est quelque chose qui dépasse le clivage républicain-démocrate. C'est quelque chose qui est très ancré et qui vraiment pose problème. Et par ailleurs, je rajouterais que dès le début de cette guerre en Iran, c'est une des seules guerres américaines où, quand ils ont commencé, les gens étaient déjà opposés à la guerre. Avant, c'était au fil du temps, les gens se sont opposés à la guerre, comme le Vietnam par exemple. Mais là, ça a commencé déjà avec une majorité d'Américains qui n'étaient pas d'accord. Et ça ne fait que s'aggraver. Et même au sein des Républicains, même si ça reste des soutiens de Trump et qui continuent, même chez les Républicains, on voit que plus ça dure, plus c'est un problème. Sylvie Bermann, sur cet affaiblissement, sur ce mécontentement de la population et même du camp MAGA, finalement. Oui, même du camp MAGA, parce qu'il a été élu sur le fait qu'il avait promis qu'il n'y aurait plus de ces guerres des néoconservateurs pour changer les régimes. Or là, ça y ressemble un peu. Et donc, effectivement, il y a une insatisfaction, alors pas totale. En même temps, sur les élections de midterm dont on parle tout le temps, il sait qu'il va les perdre. Et de toute façon, je crois que tous les présidents en exercice les ont perdus, à l'exception de 2. Donc, ça sera plus difficile pour lui, mais je ne pense pas qu'il va nécessairement se battre pour les gagner. Il y a une échéance, en revanche, qui est importante, c'est la célébration du 250e anniversaire des États-Unis, parce qu'il ne peut pas apparaître en perdant. Or, sur l'Iran, pour le moment, il n'a rien à afficher. Et il aura besoin d'avoir quelque chose qui ira au-delà de l'accord qui avait été conclu par Obama et qu'il avait jugé catastrophique, parce que sinon, le monde entier se moquera de lui. Philippe Lecor, sur cette dépendance, on va dire, de Donald Trump vis-à-vis de cette guerre en Iran, il l'a d'ores et déjà perdu, cette guerre en Iran, Donald Trump? Non, moi je ne pense pas. Je pense que la messe n'est pas dite. Par contre, le retrait américain de la région et je dirais l'entrée dans le jeu de la Chine, qui est effectivement une entrée discrète, voire à reculons, mais qui avait déjà commencé lors de la poignée de main entre les dirigeants saoudiens et iraniens, il y a 3 ans de cela. Tout ça prouve que nous sommes dans une redistribution des cartes au niveau mondial, avec une Chine qui cherche non pas à supplanter les États-Unis et à forcément devenir le numéro 1, mais en tout cas à déplacer les États-Unis de leur rôle de superpuissance et de gendarme du monde. Et effectivement, cet événement, ces événements qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient et qui durent beaucoup plus longtemps que ne l'avait prévu le président américain, eh bien, ça participe de la redistribution des cartes et de la redéfinition de l'ordre international
avec une Chine beaucoup plus présente. Et cette visite, d'une certaine manière, apporte de l'eau au moulin, effectivement, de Xi Jinping, et cela explique sans doute le comportement de Trump, qui veut absolument marquer des points et gérer cette relation d'une manière stable. D'ailleurs, ce mot de stabilité vient dans les communiqués des deux parties. Et je crois que, en tout cas, le lever de rideau des différentes rencontres qu'il y aura entre les deux dirigeants, pour l'instant, est plutôt réussi, mais ne se fait pas à l'avantage des États-Unis. Alors précisément, Marie-Françoise Renard, cette guerre en Iran, elle montre aussi combien les États-Unis sont dépendants de la Chine et pas uniquement dans différents domaines. Alors par exemple sur les terres rares qui, Sylvie Bermann le rappelait, sont utiles pour les téléphones, mais surtout évidemment sur l'armement pour fabriquer des missiles. Elle montre cette dépendance et il faut s'en défaire. Je voudrais qu'on écoute à ce propos Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et puis on rebondit ensemble juste après. Nous leur avons clairement fait comprendre que tout soutien à l'Iran nuirait à notre relation. Ce sujet sera forcément abordé dans cette discussion sur le commerce. Les États-Unis sont très clairs. Nous devons être capables de produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin, sans dépendre de la Chine, ni d'aucun autre pays d'ailleurs. Sur cette dépendance donc qu'évoque Marco Rubio, il faut s'en défaire. Comment ? Oui, alors c'est ça, c'est le grand problème de Trump et de certains de ses prédécesseurs d'ailleurs. Alors on sait qu'il y a quand même eu, on parle de découplage, c'est pas un découplage, mais il y a quand même eu une très importante baisse de la dépendance réciproque entre la Chine et les États-Unis, puisque leur commerce a beaucoup diminué, même s'il y a un commerce indirect qui s'est fait quand même. Mais les États-Unis sont dépendants des terres rares et de l'exploitation des terres rares par la Chine, puisqu'elle a un quasi-monopole sur les méthodes d'exploitation des terres rares. Et dans les négociations qui vont être faites, il est probable que Donald Trump demande à Xi Jinping d'éclaircir cette question et de s'engager à ne pas utiliser les terres rares comme outil de politique commerciale. Mais il faudra qu'il donne beaucoup en échange pour que Xi Jinping accepte quelque chose comme ça. Mais la dépendance, elle tient aussi au fait que les agriculteurs américains qui sont les électeurs de Donald Trump ont besoin du marché chinois, que l'annonce des droits de douane a été quelque chose de redoutable pour le commerce sino-américain. La Chine a réagi en demandant de ne plus acheter les Boeing alors qu'il y avait une commande importante qui avait été faite. On a vu lors du premier mandat de Trump qu'il y avait un deal entre la Chine et les États-Unis. La Chine s'est engagée à acheter du soja, etc. aux États-Unis. Elle n'a pas complètement respecté d'ailleurs ses achats et le Covid est arrivé là-dessus. Là, il est fort probable que la Chine accepte d'acheter plus de produits américains, ce qui permettra à Donald Trump de dire qu'il a gagné quelque chose. On peut quand même s'interroger sur ce qui peut se passer dans un pays dans lequel la demande n'est pas très dynamique. Si la demande interne n'est pas très dynamique, qui va acheter les produits américains ? Mais bon, ça c'est un petit peu un autre aspect de la question. Mais en tout cas, Trump est dépendant de ces demandes de la Chine pour ses électeurs et pour ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de dire on améliore le niveau de vie, etc. Et donc c'est un enjeu qui est très important pour le président chinois. Et puis il y a bien sûr, et c'est dans la balance, l'enjeu technologique. Ce dont on ne parle pas beaucoup, alors c'est très important pour la Chine, mais il y a une pression de dirigeants d'entreprises américains qui voudraient avoir accès à des technologies vertes chinoises, notamment parce que les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle sont extrêmement coûteux en énergie et que certains chefs d'entreprise américains aimeraient avoir accès à ces technologies. Et la Chine, on le sait, elle voudrait avoir les technologies de haut niveau sur lesquelles Trump a déjà un peu cédé. Il est accompagné du PDG de Nvidia. Donc c'est aussi notamment, oui, et c'est aussi un point qui est crucial dans le débat. Mais donc il y a cette dépendance réciproque. On voit effectivement, Sylvie Bermann, vous le mentionnez tout à l'heure, c'est que Donald Trump, il n'est pas venu tout seul, évidemment. Il est venu avec une délégation de patrons, donc celui de Nvidia, celui d'Apple, celui aussi de Boeing. On sent qu'évidemment, on espère aller au-delà et conclure des accords à l'issue de ces 2 jours de rencontres.
Oui, absolument. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des accords. Alors justement, c'est Donald Trump qui le dit. Oui. Je précise bien que c'est Donald Trump qui le dit à une interview à Fox News qu'il y a 200 Boeing acceptés par la Chine. Il n'y a pas eu encore de la confirmation de la part de Pékin. Alors, ça me rappelle les visites des présidents de la République successifs quand j'étais ambassadeur à Pékin. Et le signal d'une visite réussie, c'était le nombre d'Airbus achetés. Et c'était du marchandage de tapis. Et on a arrêté de faire ça, mais je pense que pour Donald Trump, c'est important. Il y a également Elon Musk dans la délégation qui a sa Gigafactory à Shanghai, et Tesla était en perte de vitesse en Chine parce que les Chinois, dans le domaine du véhicule électrique, finalement, ont doublé tout le monde. Moi, j'en ai visité une il y a 15 jours parce que j'étais à Pékin. Toutes les usines sont robotisées et maintenant, au début, ils avaient du mal. Aujourd'hui, ils dominent effectivement le marché. Donc, les Américains ne veulent pas en importer. L'autre avantage pour la Chine, d'ailleurs, c'est que les prix à la pompe ne montent pas puisque les voitures sont de plus en plus électriques. Mais il a besoin de résultats. Il y a Nvidia, effectivement, puisque Trump, enfin même le prédécesseur de Trump, et même Obama, avait interdit de fournir à la Chine des puces miniaturisées, ce qui fait d'ailleurs que la Chine progresse aussi dans ce domaine, parce que les sanctions, ça ne marche jamais sur le long terme. Je me souviens très bien d'une discussion dans une conférence avec un de mes collègues chinois lorsque cette politique était annoncée, notamment avec Obama, et il m'a dit, tu sais, ça va juste permettre à la Chine de décider de progresser beaucoup plus rapidement dans ce domaine, et c'est ce qui s'est fait en fait. Philippe Lecor, sur cette coopération à venir en matière de grosses entreprises entre la Chine et les États-Unis, avec cette délégation importante de PDG? Je constate que dans le communiqué de la Maison-Blanche, qui est sorti il y a peu de temps, on reparle de ce Board of Trade, de ce Conseil du commerce, mais on parle aussi d'un éventuel, je crois que c'est Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui a parlé de ça, d'un conseil pour les investissements. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle d'investissement dans les deux sens, y compris d'investissement chinois éventuellement aux États-Unis. On parlait à l'instant de l'économie verte, et c'est tout à fait juste, mais on est en train de rentrer dans une phase différente de la relation sino-américaine qui comprendrait éventuellement des investissements croisés plus importants. Vous savez qu'autrefois, il y avait énormément d'investissements chinois aux États-Unis, ça s'est réduit. Aujourd'hui, et puis il y avait beaucoup d'investissements américains en Chine, aujourd'hui on est quand même dans une situation un peu de tout le monde se regarde en chien de faïence, et à cause de la rivalité économique mais aussi technologique, donc en fait les choses n'avancent pas. Mais je pense que cette visite et les rencontres qu'il y aura tout au long de l'année, parce que vous savez qu'au-delà de ces sommets, il y a aussi des rencontres à des niveaux moindres, toutes ces choses-là vont dans le sens d'une coopération plus grande entre les deux pays. En tout cas, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Et c'est aussi ce qu'a fait entendre Xi Jinping, le dirigeant chinois. Je voudrais qu'on l'écoute à ce propos, puis on rebondira rapidement derrière. Les peuples chinois et américains sont tous deux de grands peuples. Le grand renouveau de la nation chinoise et le projet de rendre sa grandeur à l'Amérique peuvent aller de pair. Nous pouvons nous aider mutuellement à réussir et contribuer ensemble au bien-être du monde entier. Marie-Françoise Renard, Make America Great Again, Make China Great Again, c'est même combat. Oui, ils sont opposés pour une sorte d'hégémonie. Qui va devenir la première puissance économique mondiale? Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis craignent énormément que la Chine devienne la première puissance économique mondiale. Et la Chine veut devenir la première puissance et surtout montrer à sa population et sans doute au reste du monde que son système économique et politique est efficace, que les choix faits par le gouvernement et par le Parti communiste ont apporté de la croissance, ont apporté du développement au pays et qu'il parle d'égal à égal avec le président américain. Sur les réseaux sociaux chinois, ces jours-ci, il y a eu beaucoup de réactions sur le fait que Xi Jinping parle d'égal à égal avec le président américain, alors que pendant longtemps, on considérait que les présidents américains étaient quand même le chef suprême et que c'était eux l'empereur et non pas le chef d'État chinois. Et là, les choses ont changé et donc oui, c'est vraiment une opposition là-dessus.
Trump-Tsi, Sylvie Bermann, d'égal à égal, c'est le thème de notre débat, ce sera le mot de la fin. Oui, bien sûr, d'égal à égal, mais même, la Chine prend un petit peu l'ascendant. Ce qu'a dit Xi Jinping, il faut éviter de tomber dans le piège de Thucydide, où la puissance confirmée, Sparte autrefois, aujourd'hui les États-Unis, par crainte d'Athènes et de Pékin, finalement déclenche une guerre dans laquelle tout le monde perdra. Et c'est intéressant que ce soit écrit par un politologue américain, mais repris par Xi Jinping lui-même. Ketevan, un mot ? On verra, on a quelques mois, puisque Donald Trump a annoncé officiellement qu'il invitait Xi Jinping pour le 24 septembre à la Maison-Blanche. Donc il y a quelques mois de travail, et puis on verra si la relation a changé d'ici là. Merci beaucoup à toutes les trois et également à Philippe Lecor, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine, autrice de L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite aux éditions Talendier, Marie-Françoise Renard, professeure émérite à l'université de Clermont-Ferrand. Vous signez-vous La Chine dans l'économie mondiale ? Entre dépendance et domination, c'est aux presses universitaires Blaise Pascal, c'est paru en 2021. Philippe Lecor avec nous par Teams, professeur à l'ESSEC, chercheur au Asia Society Policy Institute, et Ketevan Gorgestani, chroniqueuse internationale ici à France 24 et bien évidemment ancienne correspondante à Washington. Vous restez avec nous, le débat est à retrouver sur france24.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous.